Alors, imaginez que vous soyez tellement fauché que votre seule option soit de vous inscrire au marathon le plus mortel du monde. Il n'y a que vous, 49 autres gars et un gros paquet d'argent si vous arrivez au bout. Mais devinez quoi ? Un seul joueur pourra survivre et tous ceux qui s'arrêteront seront éliminés en direct à la télévision. Mais pour être honnête, survivre à cette épreuve serait super facile. Et j'ai la stratégie parfaite pour remporter la victoire. Je suis donc ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la marche interminable dans Marche ou Crève. Bon. Tout commence avec ce gars, Ray, qui vient de gagner une place dans une version à petit budget des Hunger Games. En gros, il vit à une époque dystopique où le pays est complètement fauché après avoir été mis à mal par une sorte de guerre gigantesque. Et maintenant, chaque année, un crétin de chaque état est retenu pour participer à une compétition interminable dont un seul joueur sortira vivant. Le gagnant reçoit des V-Bucks illimités et peut formuler un vœu. Mais pour tous les autres, ce sera synonyme d'élimination dès qu'ils s'arrêteront de marcher. Ray arrive au jeu de la mort de la seule façon logique, en se faisant déposer par sa maman. Elle lui a même préparé des biscuits comme s'il partait à l'école. Mais c'est probablement la dernière fois qu'ils se verront vivants. Quand il est temps de se dire au revoir, la mère essaie de se montrer fière, mais elle se met à pleurer dès qu'il s'éloigne. Il est trop tard pour faire marche arrière, et après une dernière étreinte, il part rejoindre les 49 autres imbéciles assis là à attendre le début du jeu. Ok les gars. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous attendaient depuis longtemps que nous parlions de Marche ou Crève, alors bien sûr, je me devais de le faire pour ma famille. Mais à vrai dire, au début, je me suis demandé comment j'allais bien pouvoir faire une vidéo entière sur un groupe de mecs qui ne font que marcher dans la rue. Mais ensuite, j'ai eu une idée. On peut pratiquement en rester là, parce que c'est en fait un des jeux mortels les plus faciles jamais créés. Et j'ai un plan pour y survivre sans même avoir besoin de faire un seul pas. Le voici, c'est mon plan de génie. Succès 100% garanti. La meilleure façon de survivre à la longue marche, c'est de ne jamais s'inscrire à cette connerie pour commencer. Sérieusement, j'ai du mal à croire qu'on puisse être assez bête pour penser que c'est une bonne idée. C'est pas comme les Hunger Games où on n'a pas le choix. L'inscription était entièrement facultative. Et je vais juste dire que si vous pensez que je ferais ça pour de l'argent, c'est que vous sous-estimez gravement ma détermination. Bien sûr, les temps sont durs, mais si les Pea-Pickers ont réussi à survivre à la Grande Dépression, alors je serais capable de surmonter n'importe quelle épreuve. Et puis, ces gens ont tous des voitures et tout le tralala, alors à quel point ça pouvait être si grave, hein? Alors croyez-moi, je préférerais vivre dans les égouts et survivre grâce à quelques pièces de monnaie, plutôt que d'en arriver au point de tenter ce genre de jeu débile. Parce que je préfère clairement vivre dans un carton plutôt que d'être abattu en direct à la télé. Mais bon, admettons que je sois une vraie malade qui veuille vraiment tenter le coup. Dans ce cas, je passerai les 18 premières années de ma vie à m'entraîner comme un super vilain de film d'animation. Je veux dire, oublier l'apprentissage du calcul, de l'alphabet et de toutes ces autres bêtises. Dès ma naissance, je n'aurai qu'une seule et unique mission. Devenir une véritable bête de muscu avant mon 18e anniversaire. Je parle de faire des exercices pour les jambes tous les jours. Rien que des squats, des flexions et de la protéine maigre jusqu'à ce que mon corps ait atteint la forme en triangle. Mais ce n'est pas seulement une question d'entraînement, c'est aussi une question de mental. Alors écoutez-moi bien. Je vais visionner toutes les vidéos en replay et demander à quelqu'un de me lire les règles jusqu'à ce que je maîtrise toutes les meilleures stratégies et que j'ai les jambes de Saquon Barkley. Et après ça, je serai prête à fumer ces autres losers et à rentrer chez moi avec le pactole. Après avoir passé les gardes, Ray se lie d'amitié avec ce mec, Pete, qui a une grosse cicatrice du Joker sur toute la joue droite. C'est pas comme si on était dans un concours de beauté, mais si c'était le cas, il y a un gars qui aurait gagné sur tous les plans. C'est Stebbins. Et c'est clairement le plus athlétique du groupe. Il impressionne déjà les autres membres du groupe avec son physique avant même que la marche ne commence. Ensuite, il y a Hank, le nerd à la grande gueule, Art, le gentil garçon religieux qui est tout le contraire de l'autre clown, et ce gars qui ressemble à Malcolm appelé Curly, qui va certainement survivre au premier jour. Les autres commencent à se moquer de Hank parce qu'il parle trop, mais ils se rendent compte qu'il est plutôt normal comparé à ce Barkovitch, un gars bizarre qui essaie de se joindre à eux. Il dégage une forte impression de tueur en série, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ensuite, un type encore plus bizarre arrive pour gâcher la fête. C'est le commandant, qui est en quelque sorte le maître du jeu pour reprendre les termes de Squid Game, et il est là pour distribuer les numéros à tout le monde. Après avoir passé en revue toute la liste un par un, il leur dit à tous de se mettre en ligne et de se préparer à marcher. Mais avant ça, il est temps de faire un discours motivant sur le courage et le fait de servir son pays. Quand il a enfin fini de jacasser, il décide de leur rappeler les règles les plus importantes. Tout d'abord, il faut continuer à marcher à au moins 5 km/h jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur. Chacun aura droit à 3 avertissements s'ils prennent du retard, et chaque avertissement sera réinitialisé après 1 heure de marche continue. Mais si on utilise les 3 avertissements et si on essaie de s'enfuir, alors c'est un ticket. Et vous serez cuits les gars, c'est à peu près tout. Maintenant qu'ils connaissent toutes les règles, il est officiellement temps de se mettre en route. Mais notre ami Ray est sur le point de réaliser qu'il vient de commettre sa plus grosse erreur.
Pour l'instant, ils ne font que marcher, ce qui est à peu près tout ce qu'ils vont faire pendant la prochaine heure et demie. Alors, bouclez vos lacets. Il est probablement un peu difficile de se concentrer quand on est entouré de mitrailleuses, mais Ray s'efforce de ne pas y penser. Il continue donc à regarder les papillons au lieu de ça. Ah, et tout ça est retransmis en direct pour les fans qui regardent depuis chez eux. Donc en gros, tout le pays attend de les voir se faire dégommer en direct à la télévision. Ok, bon, à présent il est temps de parler stratégie. Et vous vous dites probablement, que pourriez-vous faire d'autre que de continuer à marcher et essayer de ne pas vous faire tirer dessus? Mais devinez quoi? Vous êtes déjà morts, les gars. Alors, je vous souhaite d'avoir plus de chance la prochaine fois, parce que les vrais cerveaux savent que le plan a commencé avant même que nous arrivions ici. Maintenant, comme pour une soirée en boîte ou un date dans un restaurant chic, vous allez avoir besoin de la bonne paire de chaussures. Vous vous dites peut-être, ok, je vais juste m'acheter une nouvelle paire de baskets et tout ira bien. Mais c'est là que vous allez vous planter, parce que les baskets vous donneront des ampoules après quelques kilomètres. Pour ma part, je vais m'acheter une paire de chaussures de randonnée légère, comme celles que portent les bouffeurs de granola sur les sentiers forestiers. Ouais, je voudrais quelque chose de résistant qui puisse durer littéralement des centaines de kilomètres. Et je ne me contenterai pas de les sortir de leur boîte. Dès mon achat, je vais m'assurer de les rôder bien avant de commencer la longue marche. La seule raison pour laquelle j'emporterai une paire de baskets, ce serait pour les avoir en réserve au cas où mes chaussures s'useraient. Mais à vrai dire, elles dureront probablement plus longtemps que moi. Bon, maintenant, les gars ont encore un sacré bout de chemin à parcourir. Et si je commence à marcher trop vite, trop tôt, je vais me fatiguer beaucoup plus vite. Mais tout le monde a une montre qui indique exactement à quelle vitesse on va. Donc si la seule règle est que je ne peux pas aller moins vite que 5 km/h, je vais simplement marcher à 5,1 km/h tout le temps. Vous voyez, c'est facile. Si je reçois un avertissement, je passerai peut-être à 5,2 km/h. Mais tant que je respecte les règles, je vais continuer à marcher lentement mais de façon régulière pour gagner la compétition. Cependant, c'est pas la seule raison pour laquelle je vais marcher lentement. Moi, je jouerai aux échecs pendant que les autres joueront aux dames. Parce qu'en restant à l'arrière du groupe, les autres bloqueront le vent, ce qui me permettra d'éviter de me fatiguer. Et le plus beau, c'est qu'ils ne se rendront même pas compte qu'ils m'aident pendant que je resterai tranquillement à l'arrière du groupe. Bref, avec tout ça, arriver au bout devrait être assez facile. Au bout de 5 miles, environ 8 km, il remarque que Stebbins reçoit un premier avertissement. Et notre ami Hank commence à essayer de décrypter sa stratégie. Les autres ne voient pas ce qu'il voit, mais il sait que Captain America là-bas derrière, c'est exactement ce qu'il fait. Et jusqu'à présent, le gars n'a même pas transpiré. Finalement, ils arrivent au point où ce mec flippant Barkovitch s'arrête tout à coup. Il dit qu'il a un caillou dans sa chaussure et met un temps fou à l'enlever. Mais il se relève avant que les soldats ne l'envoient au pays du dodo éternel. Il commence à agir comme si ça faisait partie de son plan, et les autres lui répondent que si c'est vrai, alors son plan est complètement nul. Et il s'en va furieux pour marcher tout seul. Ils ont à présent parcouru 7 miles, soit 11 km, alors les garçons commencent à parler de ce qu'ils feraient avec l'argent s'ils gagnaient. Mais notre ami Ray dit qu'il ne le fait pas seulement pour l'argent. Il est là pour une histoire de lutte contre le système, et il commence à expliquer la situation aux autres pour qu'ils comprennent. En gros, ils disent que le jeu est basé sur le volontariat. Mais même si les perdants se font tuer, tout le monde s'inscrit malgré tout. Par conséquent, si la situation est si grave que c'est la seule issue possible, alors ils n'ont jamais vraiment eu le choix. Les autres sont tous d'accord pour dire que c'est vrai, ce qui fait passer Ray pour une sorte de philosophe grec. Mais Pete veut toujours gagner l'argent pour pouvoir aider ses amis chez lui. C'est alors que ce nerd de Harkness arrive de l'arrière du groupe et dit qu'il a décidé d'écrire un livre sur toute cette expérience. Typique des nerds. Ils essaient de transformer tout et n'importe quoi en devoir de classe. Jusqu'à présent, ils n'ont subi aucune perte. Enfin, jusqu'à ce que Malcolm, enfin Curly, commence tout à coup à avoir des crampes. Et voilà qu'en un rien de temps, ces garçons s'apprêtent à voir leur premier cadavre. Ray attrape le jeune homme et essaie de le maintenir debout. Mais après quelques secondes, Curly finit par craquer et ils ne peuvent rien faire pour le faire tenir debout. Terrifiés, ils tombent au sol en implorant leur pitié. Mais les soldats s'approchent et l'un d'eux lui tire dessus dès que le temps est écoulé. Et ça fait un marcheur de moins et il en reste 49. Ok, bon, c'est vraiment un truc traumatisant, et je ne vais pas vous mentir, maintenant que les choses deviennent sérieuses, je serai la première à regretter ma décision de m'être lancée là-dedans. Mais Ray est là à expliquer sa théorie comme quoi on n'avait pas le choix. Écoute mon pote, tu t'es inscrit volontairement, c'est littéralement la définition même du concept de choix. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Sur le papier ou quoi que ce soit d'autre, Ray n'a pas choisi le monde du crime, c'est plutôt le monde du crime qu'il a choisi. Mais peut-être aurait-il dû passer moins de temps à lire des bouquins et passer plus de temps à se faire du fric, parce que dans ce cas, il serait chez lui en train de regarder Curly faire descendre depuis le confort de son salon. Maintenant, c'est pas parce qu'il existe un univers hypothétique dans lequel j'ai été assez stupide pour m'inscrire à cette horrible marche que je suis assez stupide pour y rester. Après 11 km, je serai déjà aussi efficace qu'un paresseux, et je commencerai à réaliser que je ne suis peut-être pas faite pour ça finalement. Même avec Curly au tapis, je n'aurai toujours que 2% de chance de gagner. Personnellement, je préférerais tenter ma chance et essayer de m'échapper. Mais je me ferais descendre si je tentais de m'enfuir. Je devrais donc d'abord convaincre tout le monde de se joindre à moi. En gros, je leur ferai remarquer qu'ils n'ont eux aussi que 2% de chance de survivre. Puis,
j'élaborerai secrètement un plan pour attaquer les soldats dès que l'occasion se présenterait. Je pense qu'on devrait attendre la nuit quand ils seront au milieu de nulle part. Puis, on travaillerait tous ensemble pour neutraliser les gardes. Ils ne sont que 6 ou 7, non? On est encore 49. Je vais être honnête, nos chances de gagner le combat sont assez minces, mais elles sont forcément meilleures que 2%, non? Maintenant, si vous m'avez fait confiance sur ce coup-là, c'était votre plus grosse erreur. Sérieusement, il n'y a aucune chance que nous puissions battre ces soldats. Ils ont des chars d'assaut. Mais une fois que le chaos éclatera, je vais simplement utiliser tout ce petit monde comme bouclier de viande, me réfugier dans la forêt, partir au Canada et changer de nom. Et ensuite, je ne ferai plus jamais plus de 15 mètres dans aucune direction. Plus jamais. Il marche depuis des heures quand Pete décide enfin de faire une petite vidange. Mais comme il ne peut pas s'arrêter, il se retourne simplement et se soulage directement face aux autres. Ils en sont maintenant au kilomètre 27 et Red dit à Pete qu'il se sent un peu fatigué. Mais le bon côté, c'est qu'il ne reste que 48 personnes à battre avant qu'il puisse s'asseoir. Pete ressent la même chose, mais il dit à Ray que le truc pour tenir le coup, c'est de vivre les choses un instant à la fois. Au bout d'un moment, il croise une petite fille venue encourager Ray comme s'il était un de ses fichus Jonas Brothers. Les autres se moquent de lui, mais Pete décrète qu'il ferait mieux de tous être des amis pour la vie et d'essayer de s'entendre au lieu de ça. C'est ainsi que Ray, Pete, Hank et Hart deviennent les 4 mousquetaires. Mais bien évidemment, Barkovitch ne peut s'empêcher de donner son avis, juste pour que tout le monde se rende compte qu'il est toujours aussi agaçant. À ce moment-là, Hank commence à sentir que quelque chose ne va pas avec sa jambe. Et puis, tout à coup, le marcheur numéro 1 s'effondre et commence à avoir des convulsions. Mais il n'y a pas d'infirmerie pendant cette expédition, alors ils lui font sauter la cervelle dès que le temps est écoulé. Et ça nous fait 2 marcheurs en moins, et il en reste 48. À ce stade, ils ont déjà marché 40 km, ce qui équivaut pratiquement à un foutu marathon entier. Et ils ne comptent pas s'arrêter de sitôt. Les garçons se demandent si Barkovitch a toujours ses 3 avertissements, et il répond du tac au tac qu'il n'en a plus aucun, ce qui pousse Pete à sortir une sorte de boîte de conserve remplie de viande de cerf crue. Bon, ça dégoûte tellement Hank que ses crampes aux jambes recommencent, alors ils ralentissent tous un peu jusqu'à ce que ça passe. Mais notre pote Hank continue de tout faire foirer, et il fait tomber le dernier petit tube rempli de rations qui devait lui permettre de tenir toute la journée. Heureusement, Ray vient à la rescousse, et il donne à Hank un des siens, parce que c'est ce que font les mousquetaires. Barkovitch commence à s'en prendre à un garçon nommé Rank, à cause de son nom objectivement ridicule. Vous chercherez dans l'argot anglais. Et il le provoque avec une série de blagues sur sa mère, jusqu'à ce que le garçon essaie enfin de le frapper. Mais Barkovitch continue à éviter ses coups comme Neo dans Matrix, jusqu'à ce qu'il finisse par trébucher et se racle le visage sur le trottoir. Les autres savent déjà ce qui va se passer, et vu que Rank ne parvient pas à se relever, les soldats s'approchent et lui tirent dans la tête sur le champ. Ce qui nous fait 3 marcheurs en moins, et il en reste 47. Ok, celui qui a laissé Rank s'inscrire à la marche devait vraiment détester ce mec. Parce que franchement, il suffit d'un seul regard pour comprendre qu'il n'avait aucune chance. Je veux dire, c'est sûr, il était mince. Mais on parle pas d'un voyage en colonie de vacances. Il faut avoir un minimum d'instinct de tueur pour s'en sortir ici. Ce que ce gars-là n'avait manifestement pas. Franchement les gars, je vais sûrement pas laisser un type nommé Gary Barkovitch me perturber. Alors s'il commence à me provoquer, je vais simplement l'ignorer et continuer à marcher parce que... Pourquoi je me soucierais de ce mec alors qu'il y a une escouade de gars armés de mitrailleuses qui attendent littéralement le moment où ils pourront me descendre? D'ailleurs, on voit bien que ce petit jeune était une proie facile à en juger par sa réaction. Et je pense que tous ceux qui ont fréquenté l'école publique savent qu'il ne faut jamais montrer à un tyran qu'il vous affecte. Donc désolé, mais je ferai abstraction et je me motiverai à avancer en l'imaginant dans un sac mortuaire. Et c'est pas parce que t'as fait une petite chute que tu dois abandonner. Allez, frotte un peu de terre dessus et continue à marcher, mon garçon. En tout cas, faudrait vraiment que mes jambes soient cassées pour que je reste assise là et que je les laisse faire. Cependant, je pourrais aussi utiliser ça à mon avantage, parce que rien dans les règles n'interdit de harceler les autres joueurs. Et même si certains d'entre eux sont plus athlétiques, je sais que je les battrai haut la main s'il s'agit d'être chiante. Bon, à ce stade, je ne voudrais pas que tout le monde soit en colère contre moi, parce que c'est toujours bien d'avoir des amis pour s'entraider. Mais tous ceux qui ne font pas partie de mon groupe d'amis seront des proies légitimes. Je vais donc commencer à chercher les cibles les plus faciles, déterminer ce qui les rend le plus vulnérables, puis les provoquer sans relâche jusqu'à la fin du jeu. Selon les règles, toute personne qui attaque un autre joueur commet une infraction. Il me suffit donc de mettre quelqu'un suffisamment en rogne pour qu'il me frappe, et je me rapprocherai un peu plus de la victoire. Alors oui, c'est vrai, c'est pas la manière la plus honorable de procéder, mais j'ai pas peur d'utiliser des tactiques déloyales si c'est ce qu'il faut pour que je survive. Et comme il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, je vais faire tout ce qu'il faut pour prendre l'avantage. Les garçons commencent tous à reprocher à Barkovitch ce qui s'est passé, même s'il essaie de faire comme s'il n'avait rien fait de mal. Mais maintenant, il est clairement le gars le plus détesté du jeu. Et tout le monde attend juste de le voir se faire buter.
Les choses se calment un peu jusqu'à ce que le bruit commence à courir que le marcheur 45 a la diarrhée. Et c'est là que le gars baisse son froc et commence à se soulager en plein milieu de la rue. Et je dois dire, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre ici, hein? Il n'y a pas le temps non plus de s'essuyer, à moins de vouloir se faire tuer. Mais il ne peut pas retenir la fontaine de chocolat qui vient des profondeurs. Et ils finissent par lui faire sauter la tête en plein milieu de son caca, sans hésiter une seconde. Ce qui nous fait 4 marcheurs de moins, et il en reste 46. À présent, ils ont parcouru 56 km environ, et la nuit approche. Pete remarque que Ray a quelque chose en tête, mais il lui dit qu'il lui en parlera le lendemain matin pour qu'ils aient une raison d'espérer. Il sort un des biscuits fait maison et commence à rêver de rentrer chez lui auprès de sa mère, mais il se réveille tout à coup quelques heures plus tard. Et Pete lui dit qu'il a marché pendant des kilomètres en mode somnambule. Tout semble bien se passer jusqu'à ce que Ray reçoive son 2e avertissement. Et Barkovitch commence à intervenir avec ses stupidités habituelles. Et c'est là que Ray trébuche et reçoit son 3e avertissement. Mais même si Pete l'aide à se relever, il commence à craquer sous la pression et à s'en prendre à ses propres amis. Il est temps à présent de relever leur plus grand défi, une colline. Stebbins dit qu'ils vont commencer à tomber comme des mouches, et l'endroit commence à ressembler à une partie de Call of Duty, puisque tous ceux qui ralentissent se font canarder. Quant à Barkovitch, il continue de jacasser sans arrêt. Ray n'a d'autre choix que de se concentrer et d'ignorer le fusil pointé droit sur son visage, mais quand il est sur le point d'abandonner, Pete lui attrape le bras et l'aide à tenir bon. Ray s'excuse d'avoir perdu son sang-froid, mais Pete a déjà réglé le problème. Et Art et Hank ont également survécu à l'ascension. Donc il semble que les mousquetaires soient toujours en forme. Seuls 18 d'entre eux survivent jusqu'au matin, et ils ont maintenant parcouru près de 95 km, et chaque pas devient de plus en plus difficile. Ok, maintenant les gars viennent de survivre à leur première nuit, et si je réussissais à passer cette épreuve, je commencerais à me sentir beaucoup plus confiante quant à mes chances de gagner tout ça. Mais comme il ne reste plus que 18 survivants, j'ai officiellement 5% de chances de gagner. Ce qui n'est toujours pas génial, mais c'est mieux que rien, non? Et honnêtement, il faut que j'essaie de voir le bon côté des choses. Parce qu'après avoir marché 95 putains de kilomètres sans m'arrêter, je vais être plus épuisée que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Je sais pas si vous vous en rendez pleinement compte, mais ça représente 2 marathons sans s'arrêter. Donc à moins de me doter d'un squelette en adamantium comme Wolverine, mes jambes, mes genoux, mes hanches, mes chevilles, enfin que dis-je, tout va me brûler. Et mes pieds seront couverts d'ampoules sanguinolentes. Alors oui, quand tout ça sera fini, j'aurai besoin d'une journée au spa bien méritée. On peut donc comprendre pourquoi Ray s'est effondré devant ses copains, mais honnêtement, là maintenant, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Bon, je sais que nous sommes tous en concurrence ici, mais dès que j'aurai vu cette colline arriver, je me serai assurée d'être la meilleure copine de tout le monde. Parce que, c'est clair, je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider si je commence à avoir le sentiment de sombrer. Le fait est que la côte peut faire peur, mais comme tout le reste, la bonne stratégie peut rendre les choses plus faciles. Et c'est pourquoi vous me trouverez en queue de peloton. Parce que comme avant, je vais laisser les autres se prendre le vent pour me faciliter un peu la vie. Et ensuite, tout ce que j'aurai à faire, c'est de prendre le rythme et de foncer. Mais ce qui me fait le plus peur, ce sont les choses que je ne peux pas contrôler, comme le besoin de dormir ou d'aller aux toilettes. Évidemment, je vais essayer de rester éveillée et de me retenir aussi longtemps que c'est humainement possible, et ça marchera probablement pendant un jour ou 2. Mais il va falloir prévoir un plan B au cas où ce serait la nature qui me frappe. Vous voyez, faire ses besoins, ça va être plutôt facile, parce qu'il suffit de se laisser aller tout en continuant à marcher. Bon, oui, c'est absolument dégoûtant, d'accord, et extrêmement embarrassant aussi. Mais c'est mieux que de se faire descendre pendant qu'on est en train de se soulager. Personnellement, je vais faire mes besoins sur la route comme un bon vieux toutou et continuer à avancer. Mais dormir, ça va être le vrai défi, parce qu'à un moment donné, je vais finir par être fatiguée. Et ça aussi, c'est facile si on a la bonne stratégie. Pour ma part, je ferai équipe avec un groupe de gars et on travaillerait ensemble pour pouvoir dormir à tour de rôle. Je dis pas que nous aurons nos 8 heures de sommeil, ce sera probablement 30 secondes au mieux, mais chaque petit rien nous aidera. Et quand tout ça sera terminé, je vais rester couchée dans mon lit pendant 1 semaine. Pete demande à Ray s'il pense qu'il va y arriver, mais honnêtement, il a des doutes. Et Pete admet qu'il a abandonné l'idée de gagner depuis longtemps. Il dit qu'il voulait croire qu'il ne tuerait pas vraiment les gens, parce que visiblement, il avait oublié qu'il s'agissait littéralement d'un jeu de la mort. Mais maintenant que la réalité s'impose à lui, il ne pense pas avoir ce qu'il faut pour survivre à tous les autres. Au kilomètre 108, il croise 2 gamins à vélo qui sont sur le point d'assister à une scène traumatisante. Tout le monde est un peu tendu, et Hank tient à peine le coup. Mais à ce moment-là, Harkness reçoit son premier avertissement. Il s'est cassé la cheville dans la colline, et depuis, il marche sur un moignon ensanglanté. Mais on dirait qu'il a finalement atteint ses limites. Le gars se met à pleurer quand il réalise ce qui va se passer, et tout le monde sait qu'il est déjà fichu. Art commence alors à crier aux enfants de détourner le regard, mais il reste planté là à regarder les soldats lui faire sauter la cervelle. Ce qui fait 33 marcheurs éliminés, et il en reste 17.
Pete et Ray n'ont pas aimé voir le nerd se faire liquider, mais Stebbins et Barkovitch recommencent à râler. Et la vérité, c'est que seul l'un d'entre eux survivra, alors il ferait mieux de s'habituer à voir les gens qu'ils aiment se faire descendre. Et ainsi, ils passent officiellement la barrière des 100 miles, soit 160 km. Hart fait alors remarquer que le commandant ne semble toujours pas fatigué. Mais Stebbins répond que le gars peut dormir et prendre des douches. Donc il mène une vie de luxe pendant qu'eux se battent pour survivre. Ray remarque que Stebbins tousse un peu, mais il fait comme si de rien n'était, prétextant que ce ne sont que des allergies. Tout à coup, un type essaie de prendre la tangente et se met à courir. Mais les soldats l'abattent avant même qu'il ait dépassé le trottoir. Ça fait donc 34 marcheurs éliminés, et il en reste 16. Oh mon Dieu, très bien. Bon, je suis désolée, mais ce mec aurait dû abandonner dès le début et épargner tout ça à tout le monde. Franchement, c'était la pire tentative d'évasion que j'ai jamais vue. Et ce guignol aurait au moins pu nous prévenir avant, franchement. Peut-être que je voulais m'échapper, moi aussi. Mais maintenant, ils seront tous prêts à me cueillir. Quoi qu'il en soit, je sais vraiment pas à quoi pensait ce gars. Mais il n'a manifestement pas assez joué à Call of, parce que sinon, il aurait su que les vitres, ça n'arrête pas les balles. À moins qu'il s'agisse de vitres par balles. Mais vous voyez ce que je veux dire. Sérieusement, c'était quoi le plan de ce mec ? Courir en ligne droite sans même essayer de trouver la moindre couverture. Cette porte était probablement fermée à clé de toute façon, donc mon petit pote ici était clairement plus doué pour marcher que pour trouver des idées. Mais ça m'a fait réfléchir. Comment est-ce que moi j'aurais fait à sa place ? Honnêtement, à ce stade, ça fait déjà des dizaines de kilomètres que je marche, donc mes jambes ne sont pas vraiment en pleine forme. Et avec seulement 16 joueurs restants, il faudrait que je sois vraiment débile pour ne serait-ce que tenter le coup. Je veux dire, ces militaires ont littéralement des mitrailleuses et des chars, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici ? Mais peut-être, juste peut-être, qu'il y a un moyen d'y arriver. Bon, si vous voulez réussir, le plan de repli doit être mis en place avant même que vous n'entriez dans le jeu. Je vais donc demander à un de mes potes à l'extérieur et définir un signe, comme un geste de la main ou une petite danse, pour lui faire savoir que c'est le moment. Je lui dirai ensuite de regarder la télévision toutes les heures. Et s'il me voit faire le fameux geste, ce sera le signal pour qu'il me rejoigne quelques kilomètres plus loin. Pour ma part, j'attendrai la nuit, quand nous serons au milieu de nulle part. Puis j'attendrai une distraction opportune, comme l'élimination d'un autre joueur. Ensuite, je m'enfuirai aussi vite que possible dans les bois et j'utiliserai la nature autour de moi pour me cacher. Je me glisserai derrière des arbres et des rochers et tout le reste, jusqu'à ce que je parvienne à semer les soldats, à rejoindre la voiture de mon pote et à me tirer de là. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que je ferai probablement pas plus de 3 mètres. Même avec le meilleur plan que je puisse imaginer. Donc pour l'instant, c'est probablement mieux de rester dans le coin et d'essayer de gagner la partie. Au kilomètre 165, il commence à parler du vœu qu'ils feront s'ils gagnent. Ray dit qu'il faut souhaiter quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Et quand c'est au tour de Pete, il dit qu'il va souhaiter que la marche ait 2 gagnants. Comme ça, il ne faudra pas éliminer tout le monde. À présent, ils veulent savoir ce que Ray souhaiterait. Mais il décide de ne pas le dire à voix haute pour ne pas porter malheur. Il se contente donc de dire qu'il voudrait que son vœu change le monde. Il passe la nuit sans que personne d'autre ne soit éliminé. Mais au kilomètre 230, il est assez évident que Stebbins ne va pas très bien. La tension monte quand Hart doit s'arrêter pour faire ses besoins, mais il parvient à se soulager avant de se prendre un tir en pleine figure. Maintenant qu'ils sont seuls, Pete interroge à nouveau Ray sur son vœu, mais celui-ci lui répond qu'il ne le lui dira que s'il promet de garder le secret. Il se trouve que son père lui a montré toutes sortes de choses que le gouvernement réprouvait. Mais un soir, les autorités ont enfoncé la porte, brandissant leurs armes et ont traîné Papounet dans la rue. Ils lui ont donné une dernière chance d'être un bon PNJ. Mais ce bon papa a décidé de rester sur ses positions. Alors ils lui ont fait sauter la cervelle sur place. C'est la raison pour laquelle Ray a décidé de se joindre à la marche. Parce que s'il gagne, il va demander un fusil et l'utiliser pour abattre le commandant en direct à la télévision. Pete commence à souligner certaines failles dans son plan, comme le fait que son père serait toujours là s'il avait simplement menti. Et à vrai dire, il ne pense pas que Ray ait réellement ce qu'il faut pour tuer une personne. Il juge qu'il est plus important d'apprécier leur vie au lieu de chercher à se venger. Mais Ray est convaincu que son seul choix est de se ranger du côté de son père. Il croise une famille de campagnards qui regardent depuis le bord de la route, et Ray dit qu'ils sont seulement là pour pouvoir voir quelqu'un se faire descendre. Mais Pete lui rappelle qu'ils vivent tous dans le même pays en crise, et que si Ray ne croit pas qu'il y ait encore du bon dans le monde, alors il n'y a même aucune raison d'essayer de gagner. Devant eux, ils aperçoivent un arc-en-ciel au loin, ce qui émeut un peu ce cher Pete. Il attrape Ray par l'épaule, et décide qu'ils devraient être plus que de simples amis. À présent, ils sont quasiment des frères. Mais à la fin, quelqu'un devra rester pour être l'enfant unique. Ok, très bien. Je comprends maintenant pourquoi Ray a été assez stupide pour s'engager. Parce que son père était lui aussi un idiot fini. Je déteste dire ça, mais toute la famille de Ray, vous avez merde.
Je veux dire, on enfreint tous les règles parfois, mais quand on est un homme adulte avec une femme et un enfant, on doit faire un peu plus attention. S'il y a bien une chose avec laquelle il ne faut pas jouer, c'est le gouvernement. Surtout quand on vit dans un genre de monde de 1984 où on pouvait se faire descendre juste pour avoir possédé un livre. Être rebelle, c'est très amusant dans les jeux, sauf quand un escadron militaire de la mort enfonce votre porte. En tout cas pour ma part, j'aurais immédiatement commencé à me comporter comme la plus patriote des Américaines que ces types aient jamais vues. Mais je ne suis pas sûre de bien me faire comprendre. Je veux dire que je serais devenue Madame Stan Smith dès que ces enfoirés auraient débarqué. Il n'y a pas de fauteur de trouble ici, monsieur. Juste 3 personnes qui aiment le bon vieux drapeau rouge, blanc et bleu. Non mais franchement, c'est si difficile de mentir. Le type pointe un flingue sur votre tête. C'est donc pas le moment de faire des déclarations. J'aurais dit tout ce qu'il fallait pour m'assurer que ces gars s'en aillent. Et dès qu'ils auraient été partis, je serais retournée à mes activités habituelles. Mais comme papa a voulu continuer à se battre contre le système, Ray a eu la brillante idée de suivre ses traces. Et regardez le résultat. Il pourrait être chez lui tranquille en train de regarder tout ça à la télévision. Mais maintenant, il aura de la chance s'il survit. Alors désolé Ray, mais toi et ton père, vous avez vraiment merdé. Au kilomètre 273 environ, les garçons tiennent à peine le coup. Et les pieds du marcheur numéro 4 commencent à ressembler à de la viande hachée. Quand il ne peut plus supporter la douleur, il tente de se hisser sur un char pour obtenir de l'aide. Mais les soldats lui écrasent les jambes et lui tirent une balle dans la tête. À peine 2 secondes plus tard, ce gars Tressler commence à déchirer ses vêtements comme s'il était sur le point de se transformer en loup-garou. Mais dès qu'il touche le bas-côté de la route, les soldats l'abattent. Ce qui fait 36 marcheurs abattus et il en reste 14. Au niveau du kilomètre 325, 7 marcheurs de plus ont été descendus. Il n'en reste donc plus que 7 dans la course. La nuit tombe à nouveau, et Ray tient toujours bon. Mais il semble que Hank pourrait être le prochain à tomber. Stebbins intervient pour dire qu'il a l'air prêt à abandonner. Alors Ray va voir comment va son pote. Mais le pauvre est complètement à l'ouest. Après avoir lâché quelques phrases philosophiques, il court vers un des chars et saisit le fusil d'un homme. Mais il le descend et le laisse se vider de son sang pour servir d'exemple aux autres. Hart ne supporte pas de voir son ami souffrir. Alors, Ray est obligé de les séparer avant qu'ils ne se fassent tuer tous les deux. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de continuer. Ce qui fait 44 marcheurs éliminés, et il n'y en a plus que 6. Ils parcourent quelques kilomètres de plus avant que quelqu'un ne soit prêt à parler à nouveau. Et pour aggraver les choses, un certain Collie annonce à tout le monde que Hank avait en fait une femme. Ça faisait de lui le seul homme marié du groupe, et il n'arrive pas à croire que ce gars ait pris un tel risque alors qu'il avait quelqu'un qui l'attendait chez lui. Pete décide qu'ils devraient tous promettre de donner de l'argent à la femme de Hank s'ils survivent, et même Stebbins finit par accepter. En fait, il est effectivement tombé malade, mais il pense toujours qu'il a une chance de s'en sortir. Maintenant, à ce stade, vous l'avez peut-être oublié, mais ce taré de Barkovitch est toujours en vie. Et il est personnellement vexé que Pete ne lui ait pas proposé de rejoindre le club. Il va donc voir Ray et commence à essayer de s'excuser. Mais plus le mec parle, plus on comprend pourquoi il n'a pas de pote. En fait, il est plus dérangeant qu'un pet de moufette et il dit qu'il n'arrive pas à faire taire les voix dans sa tête. Ray essaie donc de rester calme pour que le type ne pète pas les plombs. Il parvient finalement à se débarrasser de lui sans que celui-ci ne fasse de bêtises. Mais juste au moment où il semble enfin se reprendre, Barkovitch se dirige vers l'avant du groupe et décide d'abandonner la compétition prématurément. Et ça fait 45 marcheurs éliminés et il n'en reste plus que 5. Ok, alors je me trompe peut-être en disant ça, mais au moins ils n'ont plus à supporter ce mec. Il ne reste officiellement plus que 5 marcheurs, ce qui signifie que nous avons maintenant tous 20% de chance de gagner. Mais comme vous pouvez le constater, de plus en plus de ces petits gars commencent à craquer. Nous savions tous depuis le début que Barkovitch était cinglé, mais vous vous demandez probablement ce qui est arrivé au Captain Slibar là-bas. Eh bien, je vais vous le dire. Ça s'appelle le déshabillage paradoxal. Et en gros, c'est ce qui arrive quand quelqu'un devient complètement dingue. Il arrache tous ses vêtements et se met à courir comme un illuminé. Oui, marcher sans arrêt pendant près de 320 bornes peut vous faire cet effet-là. Et là, nous ne parlons plus seulement du défi physique que représente cette marche, parce que le côté mental va être tout aussi difficile. Je vais donc devoir m'assurer de ne pas devenir dingue si près de la fin. Mais en réalité, ce n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser. Ce que je vais faire maintenant, c'est choisir un point de repère, comme un arbre ou un panneau, et rester concentré pour y arriver. Ensuite, je vais répéter ce processus à chaque fois un peu plus loin. Et c'est là que je vais devoir commencer à tout occulter. Donc si un de ces gars se fait éliminer, non, ils ne l'ont pas fait. Il est juste parti en vacances tout compris à Aruba. Et d'ailleurs, c'est là où je suis aussi. Vous voyez, maintenant je ne peux plus me fatiguer, parce que dans ma tête, je suis déjà à la plage en train de me détendre. Et si je refuse d'accepter la réalité, alors les autres joueurs, bah ouais, ils n'auront aucune chance. Au kilomètre 418, il passe devant une voiture en feu accidentée sur le bord de la route.
Collie décide que ce moment est propice à un chant en chœur, et ils se mettent tous à chanter « Oh my darling Clementine » en l'honneur de la femme de Hank. À présent, le soleil se lève sur le 5e jour, et ils approchent de la ville où vit la famille Dre. Collie dit qu'il a de la chance de pouvoir revoir sa mère, et il est furieux de ne pas avoir la même chance avant de mourir. Mais Pete pense que la revoir ne fera qu'empirer les choses. Au kilomètre 460, ils arrivent enfin à Freeport, mais les chaussures de Ray tombent en morceaux au moment où ils arrivent en ville. Il doit donc les abandonner et continuer à marcher avec ses chaussettes détrempées. Et c'est là qu'il aperçoit sa mère qu'il regarde depuis le bord de la route. C'est un moment déchirant, et au lieu de juste passer devant elle, Ray se retourne et commence à lui dire qu'il est désolé, jusqu'à ce que Pete vienne finalement le tirer en arrière. Il est en proie à une crise de panique à l'idée de devoir l'abandonner. Alors Pete commence à lui raconter une histoire sur son enfance. Il lui dit que ses parents sont morts à la guerre et qu'il a dû aller vivre chez son oncle alcoolique. Mais celui-ci est mort à cause de son alcoolisme. Alors il s'est retrouvé avec un groupe de voyous et s'est tourné vers une vie de crime. Un jour, il s'est battu avec un homme qui l'a lacéré. Et c'est comme ça qu'il a eu ses cicatrices. Mais quand il s'est réveillé à l'hôpital, il a réalisé qu'il était temps de changer de vie. C'est pourquoi il voit toujours le bon côté des choses. Et il ajoute qu'il faut fournir beaucoup d'efforts pour ne pas retomber dans ses anciens travers. Il veut donc utiliser son argent pour aider d'autres enfants en difficulté. Et si c'est Ray qui gagne, Pete lui dit qu'il doit renoncer à sa vengeance et retourner auprès de sa mère, parce qu'il mérite une seconde chance et ne devrait pas la gâcher. Au kilomètre 492, Stebbins décide qu'il est temps de changer les règles du jeu. Il dit qu'ils doivent cesser de s'entraider et laisser la nature suivre son cours. Et même si Pete n'aime pas cette idée, Ray reconnaît qu'il a probablement raison. Le seul qui n'a rien à dire, c'est Collie. Et sans crier gare, il se précipite vers un fusil et abat un des soldats. Les soldats lui tirent immédiatement dans le ventre, mais il décide de quitter le jeu par lui-même avant qu'il ne puisse finir le travail. Ça fait donc 46 marcheurs éliminés, et il n'en reste plus que 4. Ok, nous en sommes maintenant aux 4 derniers. Et je ne sais pas qui Stebbins croit être pour poser des exigences ici, mais il est clairement à l'article de la mort. Et les garçons sont 3 fois plus nombreux que lui. Alors honnêtement, pourquoi diable écouterait-il ce mec ? Bien évidemment, il veut qu'ils arrêtent de travailler ensemble, parce qu'il sait que c'est sa seule chance de survivre jusqu'à la fin. Mais honnêtement, il n'est pas en position de donner des ordres. Donc si c'était moi, j'essaierais de lui proposer un marché. Voyez les choses ainsi. Stebbins est malade, il n'en a donc plus pour longtemps. Mais il a aussi une paire de baskets neuves qu'il n'utilisera probablement jamais. Et Ray ne tiendra pas longtemps pieds nus. Donc si j'étais Ray, j'accepterais que chacun se débrouille seul, mais seulement à condition que Stebbins me laisse ses pompes. Comme ça, la compétition serait réellement équitable. Et s'il n'est pas d'accord, qu'il aille se faire voir. Je continuerai à travailler avec les autres et je prendrai ses pompes quand il quittera la compétition. À ce stade, ils ont parcouru 521 km et à présent, le nez d'Art commence à saigner comme un tuyau d'arrosage. Stebbins dit qu'il s'agit probablement d'une hémorragie interne et les autres essaient de le soutenir. Mais Art finit par ne plus pouvoir continuer et dit à Pete qu'il peut être fier d'être arrivé jusque-là. Les garçons se disent au revoir et Art leur fait promettre de donner son collier à sa grand-mère. Mais il est temps pour les 3 mousquetaires de passer à 2. Et les garçons continuent à marcher tandis que les soldats abattent Art. Ce qui fait 47 de moins, et ils ne sont plus que 3. Au kilomètre 524, le commandant continue de motiver les participants. Ray commence à l'insulter, mais le type continue de traiter tout ça comme un jeu télévisé. Et c'est alors que Stebbins décide qu'il est temps de révéler son secret. Il commence à se comparer au leur dans une course de lévrier, affirmant qu'il était censé être comme une machine que les autres ne pouvaient pas rattraper. Il se trouve que le commandant est en fait le père de ce mec, et qu'il a des dizaines d'enfants illégitimes répartis dans tout le pays. Le souhait de Stebbins était simplement que cet homme le traite enfin comme un fils, mais il peut maintenant sentir son corps lâché. Alors au lieu de mourir comme un animal sauvage, il décide de partir avec dignité. Avant de partir, il prévient les garçons de ce qui les attend quand ils atteindront la dernière étape. Et c'est alors que lui s'arrête et reçoit son dernier avertissement. Et les soldats l'abattent dès que son temps est écoulé. Ce qui fait 48 morts, et il n'y en a plus que 2. Ils ont parcouru 532 km quand ils rencontrent la première grande foule. Et cette bande de malades commence à les acclamer. Et lorsque Pete regarde Ray, il décide qu'il est prêt à s'arrêter. Tout à coup, il se laisse tomber et s'agenouille. Mais Ray n'est pas prêt à le laisser tomber. Il soulève donc son ami et commence à le pousser sur la route. Il demande à Pete de marcher encore un peu. Alors celui-ci décide de tenir bon pour son ami. Mais pendant qu'il est distrait, Ray s'arrête et laisse son chronomètre s'écouler. Les soldats lui tirent immédiatement 2 balles dans le flanc. Et Pete se précipite pour le relever. Mais Ray lui dit qu'il l'aime, alors que les soldats le traînent au loin. Sachant que c'en est fini pour lui, Ray s'excuse auprès de sa mère alors que le commandant s'approche pour l'achever. Ça fait donc 49 morts
et il y a un seul survivant chanceux. Mais l'histoire de Pete n'est pas encore terminée. Le garçon s'effondre alors que les feux d'artifice éclatent et que la foule entière se met à le célébrer. À ce moment-là, le commandant s'approche pour lui demander quel est son vœu. Et après réflexion, il demande le fusil d'un soldat. Le commandant accepte la demande, pensant qu'il n'y a aucune chance qu'il tire sur qui que ce soit. Mais dès qu'il a l'arme entre les mains, il la pointe sur le commandant et lui tire une balle en pleine poitrine, le tuant sur le coup. Son vœu exaucé, Pete se retourne et s'éloigne dans la rue déserte, laissant la foule derrière lui. Au final, ça fait 50 morts et il y a un seul survivant. Et au moins, Pete aura réussi à venger son ami. Mais je pense que la prochaine fois, il ferait mieux de rester chez lui au lieu de ça. Marche ou crève. Et là, je dois dire, bon sang, ces gars ont sacrément marché. Ouais, moi j'aurais pas pu le faire. J'aurais tout simplement pas été capable de le faire. J'ai bien aimé le film, les gars. J'ai l'impression que le scénariste les a laissés improviser un peu plus que d'habitude sur le plateau. Parce qu'il y avait tellement de gros mots et c'était comme si... D'habitude, c'est le signe que les acteurs ne sont pas doués. Quand ils n'arrivent pas bien à improviser, ils n'arrêtent pas de répéter le mot en P. Mais ici, c'était comme si chaque mot prononcé était un gros mot. Franchement, on aurait dit que le film avait été écrit par un ado. Mais bon, c'est une adaptation solide. Si nous avons oublié quelque chose ou que vous auriez fait les choses différemment dans la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une excellente journée!